abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour ce nouveau podcast dans le cadre de nos jeux concours de l'été 2025. Nous vous proposons 5 interviews tout au long des vendredis du mois d'août 2025 et nous organisons un jeu concours comme chaque année pour vous récompenser de votre fidélité et maintenir un peu l'intérêt pendant les vacances. Nous prenons une petite pause mais nous ne vous oublions pas. Nous avons pensé à vous et comme chaque année depuis quelques années, nous organisons ce jeu. Les années précédentes, nous avons fait un jeu à base d'énigmes, puis de questions sur la vie de l'équipe. Et là, cette année, nous avons décidé de réaliser 5 interviews différentes. Et le jeu, va consister à être attentif lors de l'écoute de ces podcasts. Et chaque vendredi, il y aura une question en rapport avec le podcast de la semaine. Il suffira de répondre via le formulaire sur la page du podcast sur le site oxitude.org, www.oxitude.org, et ainsi, vous pourrez voir le règlement du jeu plus précis, le détail des lots et proposer une réponse. Et ceci pour chacun des 5 vendredis du mois d'août. Et cette année, nous avons encore pas mal de sponsors qui ont joué le jeu pour vous offrir des lots. Et le détail sera sur les pages, mais je vais quand même les nommer ici. Il s'agit de la société Access Solutions, de DidactiWeb, JM Service, Okinea, Sonar Vision, VoxyWeb et l'équipe d'Oxitude vous offre également des cadeaux cette année. Donc voilà, n'hésitez pas, écoutez, soyez attentifs et si vous avez la réponse pour chacune des semaines, vous répondez. Tirage au sort lors de l'hebdoxitude de la rentrée le premier vendredi de septembre. D'ici là, portez-vous bien, bonne écoute et passez un bon mois d'août. À bientôt, bonne chance. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre podcast de l'été, enfin un de nos podcasts de l'été. Et pour cet épisode, je suis accompagné de Yannick. Salut Yannick. Salut. Tu es avec moi aujourd'hui pour qu'on passe sur le grill, la rôtissoire, le barbecue, la plancha, un certain Kevin. Bras zéro. Eh oui. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Tu es qui ? Alors, je me présente, je suis Kevin de Rome, je suis sur Bordeaux, j'ai 31 ans et je suis le président de la société iEyes. iEyes, d'accord. Tu es aveugle ? Tout à fait. Tu peux juste épeler iEyes. Donc iEyes, c'est I-E-Y-E-S. D'accord, comme iPhone, mais avec les yeux en anglais derrière. C'est ça, même s'il n'y a aucune volonté d'avoir une origine. Oui. Et on y reviendra un petit peu après. Ouais. Tu as créé cette société quand ? Quel est son but ? Tes actions, des produits, des services ? Si tu peux présenter rapidement la société ? Bien sûr. La société existe depuis fin mai 2024, donc c'est assez récent. On a fêté les 1 an il y a peu. Ouais. Le but de cette société, à la base, était de créer du matériel adapté pour les déficients visuels, mais par des déficients visuels, dans le sens où moi-même étant concerné et mettant en place directement des échanges avec d'autres déficients visuels, parce que l'idée, c'est pas de faire un produit qui me correspond à moi, mais qui correspond au plus de personnes. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette société, donc avec notre produit qui est iCan. Et également, on fait de la prestation de services, du type de la formation, pour former, par exemple, un lecteur d'écran, former à du braille, former à différentes choses qui gravitent autour de la technologie ou pas. Mmh. Hein. Et également de la prestation de services pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur accessibilité. Nous, par exemple, moi, je suis ingénieur en développement, donc je vais être amené à pouvoir proposer des solutions techniques pour rendre une solution plus accessible ou faire des moyens de contournement, etc. etc. Des scripts, donc en gros, scripts JAWS, NVDA, ce genre de choses. Potentiellement. Ouais. Ça peut être aussi directement essayer de résoudre le problème dès l'origine. Ouais, c'est ça. Ça c'est souvent l'idéal. C'est pas oui, bien sûr. C'est possible, mais voilà. Et bien sûr, on fait de la redistribution de matériel, surtout dans le sud-ouest. Donc, un peu comme vous pouvez trouver chez d'autres revendeurs. L'idée étant de proposer justement un catalogue
qui va permettre de donner en fait accès à différents produits. D'accord, donc du handicap business, tout simplement. Ouais. Ok. Et donc, en fait, si tu es là aujourd'hui, c'est plus particulièrement pour parler de la canne que tu proposes. Yannick, tu as pu voir ce produit Oui, moi je suis allé mettre sur la je suis allé mettre... à Autonomique, c'est ça? Paris, cette Non, année. c'était avant, c'était au Demo Day. Ah oui, au Demo Days, pardon. Organisé par le campus. Parce qu'en fait, Kevin, donc tu as intégré le campus Louis Braille. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça apporte le campus pour. Bien sûr. Alors pour nous, en fait, le campus Louis Braille, c'est vraiment un lieu d'échange entre les différentes startups et également les différentes structures, donc que ce soit la VH, l'INJA, etc., pour pouvoir avoir une synergie entre les besoins et les propositions et pouvoir affiner, échanger et améliorer en fait tout ce qui peut être fait très clairement au sein de nos sociétés. Oui, c'est effectivement le but de ce campus, c'est vraiment d'avoir les utilisateurs sous la main quasiment. Oui, c'est sûr qu'à l'INJA, il y a un nid, quoi, et puis la VH à côté, enfin, c'est ça. Il y a un nid. Donc effectivement, moi, il y a eu un Demo Days où donc j'ai pu toucher l'ICANN. Et je trouve ça assez intéressant. On a commencé à échanger avec Kevin. Et du coup, on a parlé d'Oxitude que Kevin connaissait, puisqu'il avait déjà, un peu sévi. Oui, en fait, Kevin vous a proposé, en contributeur, un article pour présenter le casque d'Apple, le Vision Pro. Tu étais allé le tester en Apple Store et tu avais fait un petit retour écrit sur ce produit. Donc c'est pour ça les auditeurs qui t'ont lu savent peut-être pas que c'est toi, mais c'est toi. Voilà. C'est ça. Le test le plus insolite. Voilà. Moi, ce qui m'a plu sur ce produit, c'est qu'il était déjà bien évolué. Alors, je suis assez agréablement surpris parce que tu dis que tu as créé la société en mai 2024, que vous avez 1 an, mais le produit est déjà très avancé, il me semble. Alors, je vais te laisser le présenter du coup. Ouais, bien sûr. Alors, ICANN, du coup, c'est son nom. Alors, c'est un produit où son développement a commencé en juillet 2023. Donc, il y a eu quand même un delta entre la création de la société et la création du produit. Il y a eu 14 mois de recherche et développement où on était, entre guillemets, en mode sous-marin, même si on communiquait quand même pas mal avec des gens autour pour avoir des retours, savoir un peu qu'est-ce qu'il en était. L'idée était de prendre une feuille blanche et d'essayer de se dire quels sont les besoins et de mettre tout ça à plat pour proposer un boîtier qui réunit le plus de choses possible au sein du même appareil. Mais pour parler un peu même de la genèse, pourquoi moi j'en suis amené à cette idée en fait de canne électronique, c'est parce que moi je viens à la base du chien guide. J'ai eu un chien guide en 2015 qui s'appelle Illico et il est arrivé à la retraite. Maintenant, il est clairement à la retraite, mais en 2023, il commençait à approcher de la retraite progressivement. Et je me suis dit, bon, je ne m'aurais pas me séparer de mon chien pour en prendre un second, parce que je suis en appartement, c'est compliqué d'avoir 2 chiens, donc ça aurait été obligatoirement une séparation. Et pour moi, c'était inconcevable. Donc, j'ai préféré le garder à mes côtés. D'ailleurs, il est à côté et il ronfle actuellement. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Pas grave. Et en fait, de ce constat, j'ai dit, je veux tester en fait les différentes solutions qui existent sur le marché aujourd'hui. Et n'ayant pas été totalement satisfait parce que j'ai pu tester à droite à gauche, que ce soit en France ou à l'international pour le coup, j'ai décidé en fait avec mon associé Clément de faire l'ICANN, qui est le boîtier que j'ai dans les mains. Même si on ne le voit pas, je le précise. ICANN en soi, c'est vraiment un boîtier qu'on va mettre sur la poignée de la canne. Donc on peut directement l'ajouter dessus et le retirer très facilement. Ça va être un appareil qui va nous permettre de protéger des obstacles qui sont en face de nous et également en hauteur, ce que la canne n'est pas du tout en mesure de faire pour le coup, pour la hauteur. Aussi bien les obstacles frontaux, on va pouvoir les détecter, mais en contact. Là, le boîtier va permettre d'avoir une anticipation jusqu'à 12 mètres. Et ça, c'est vraiment la protection de base. Au niveau des retours, on a choisi vraiment un retour par vibration, donc vraiment un retour haptique avancé, qui va permettre de pouvoir relativement discrètement, dans le sens où on va créer un stress sous le pouce ou sous l'index, plus ou moins important en fonction de la proximité d'un obstacle. Ce choix a été fait parce que pour nous, c'était l'approche qui nous paraissait la plus stratégique, compte tenu en fait moi-même de ma connaissance de la déficience visuelle. Je me suis dit, bon, on entend tellement de choses autour de moi, autour de nous, il y a tellement de bruit déjà partout, que je ne voulais pas rajouter des signaux supplémentaires dans l'environnement des utilisateurs. Pour le coup,
bon, ça n'a pas loupé parce que les gens sont assez contents de ce retour-là parce qu'ils peuvent avoir les oreilles totalement libres. Oui. On ne va pas surcharger. Récemment, je faisais un test avec une personne sur Bordeaux et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est le bon choix parce qu'il y avait tellement de bruit autour que clairement, on avait déjà du mal à nous entendre nous-mêmes quand on parlait. Donc, le retour haptique, même si ce n'est pas forcément une solution parfaite, a cet avantage de pouvoir être utilisable dans la plupart des conditions. La canne, donc, fait de la détection d'obstacles, c'est ça, Ouais, tout à fait. à hauteur, on va dire, sur toute la hauteur de l'utilisateur, hein, de la pointe des orteils jusqu'à la racine des cheveux, quoi. Alors, non, pas du tout. Du coup, en fait, tout ce qui va être vraiment très bas, Oui. on va pas du tout le détecter. C'est la canne qui va C'est la continuer canne à qui faire son travail. qui va continuer à faire son travail. Par contre, tout ce qui est au Donc c'est niveau... important de préciser que C'est ça. ce genre d'outil ne fonctionne que si la personne est autonome en locomotion et Oui, que bien ça ne sûr. remplace pas la canne. Ah non, C'est non, toujours non, en important de aucun le cas. rappeler parce qu'il n'y a pas d'effet magique non plus à tous Non. ces, Non. ces solutions. Et ça, j'insiste bien, et les gens qui nous écoutent et qui m'ont déjà croisé en salon le savent très bien, et j'insiste énormément. Il est important d'avoir une technique de locomotion qui nous permet de nous mettre déjà de base en sécurité et d'effectuer des trajets seuls avant de penser à un dispositif électronique, et que ce soit le nôtre ou n'importe lequel. En fait. C'est pas un Pour le coup, il y a palliatif, pas c'est un complément. Exactement. Et donc, Donc, oui, par exemple, s'il y a un trou, faut une canne physique, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est hyper important. Éventuellement, la canne électronique va vous indiquer que de l'autre côté de la tranchée, il y a un potelet, mais vous serez tombé avant. Ça, c'est Heureusement, bon, dans notre milieu urbain, notamment, bon, même s'il y a des loupés, des fois, au niveau des signalements, des travaux, etc., Oui. généralement, on n'a pas de gros trous. Voilà. Fort heureusement, c'est pas quelque chose de fréquent non plus. Non plus. Même si on a entendu quand même des loupés à droite à gauche. Hein, voilà. Oui, après, il Voilà. y a aussi des aveugles qui vivent en périurbain, voire en campagne. Hein. Après, j'ai pas parlé d'autres fonctionnalités, parce que là, c'est vraiment des fonctionnalités propres à la détection. Mais vraiment, l'idée derrière ICANN, c'est qu'il y ait vraiment 3 piliers. Donc, c'est la sécurité, l'adaptabilité et la connectivité. La sécurité, j'en ai parlé avec toutes les fonctions de protection. Mais il y a également aussi un klaxon. Donc, ça fait souvent sourire les personnes d'entendre cette fonctionnalité. Nous, on a croisé beaucoup de personnes et beaucoup de Parisiens notamment qui ont des petites sonnettes de vélo sur leur canne. Et oui. Donc, en fait, on a intégré un petit klaxon qui fait le son d'une sonnette de vélo pour le coup. Parce qu'on a trouvé que c'était un son qui était bien connu par les gens et qui prêtait en fait à se décaler quand il était entendu. C'était ce qui paraissait plutôt pertinent comme son. Une sirène d'alarme également, on a mis, qu'on continue à retravailler un petit peu pour qu'elle montre bien qu'il faut c'est quand on est vraiment en cas d'insécurité, on veut vraiment dire attention, je me sens en danger, j'ai un problème X, Y, ça peut être une agression ou autre. Donc ça peut prêter quand même à l'attention au niveau des autres tours. On a une LED de vigilance qui va s'allumer automatiquement à la tombée de la nuit. Donc ça, c'est bien pour être visible, pas pour que le non-voyant puisse mieux voir. En l'occurrence, ça ne changera pas grand-chose pour lui. Par contre, il sera mieux perçu par les cyclistes, les automobilistes et les piétons. Donc ça peut être pas mal, notamment dans les milieux... c'est ça, quand on est par exemple même en campagne, quand on est en train de longer un chemin, c'est quand même plutôt rassurant de se dire qu'on est visible un peu plus loin. Voilà. Après, au niveau de l'adaptabilité, très clairement, nous, ce qu'on veut, c'est un appareil qui s'adapte le plus possible à la personne, donc avec plein de personnalisation possible des réglages. Donc, typiquement, si on n'aime pas telle fonction, j'aime pas le klaxon, je peux le désactiver. Du coup, la touche utilisée pour le klaxon pourra être réutilisée pour une autre fonctionnalité. J'aime pas par exemple, que la LED aussi se déclenche automatiquement. Je peux dire, OK, alors, elle ne se déclenche pas automatiquement, je passe en contrôle manuel. Et parce que je ne veux pas du tout, ça on le voit, des gens qui n'aiment pas du tout qu'il y ait un comportement qui soit par défaut comme ça, mais qui aiment bien pouvoir l'utiliser ponctuellement. Voilà. Et le côté connectivité, c'est grâce à une application qui sort, je le promets aux gens qui l'attendent, il y a pas mal de personnes qui attendent l'application sur la publication des stores. On a pris un peu plus de temps, mais parce qu'on a eu aussi des soucis avec Apple et Google, vu que c'est notre première app publiée. Pour le coup, on est passé sur tous les contrôles de vérification des entreprises. Donc, ça va arriver. Et puis chez Apple, ils peuvent être extrêmement pénibles pour valider les applis. Donc, pour le coup, nous, à l'inverse, c'est Google qui nous embête le plus aujourd'hui. Au niveau des papiers, etc. Clairement, pour l'instant, c'est Google. Peut-être que Apple deviendra un peu plus pénible à terme, mais honnêtement, c'est plus avec Google qu'on a le souci aujourd'hui. D'accord. Et cette application permettra déjà, dans un grand temps, de pouvoir régler son appareil totalement, même si elle n'est pas indispensable. J'insiste là-dessus, en fait, c'est que l'appareil fonctionne de manière
autonome à la base. L'application ne fait que ajouter du plus. Le but, c'est pas d'avoir vraiment un lien constant avec l'application, parce que je pense notamment si on a son téléphone qui a plus de batterie, bon, il est hors de question en fait de se dire je peux pas utiliser mon appareil parce que mon téléphone a plus de batterie, donc c'était pour nous impossible. Donc on va pouvoir régler, indiquer par exemple sa taille. Admettons, moi je fais 1m68, oui je suis petit. Du coup, ça va éviter les obstacles qui sont au niveau de ma taille, mais qui vont pas aller, ça va pas taper 2 mètres au-dessus de ma tête, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, ça va même me stresser plus qu'autre chose de sentir des choses qui sont pas du tout à ma portée. Donc l'idée, voilà, en fait, c'est vraiment d'avertir l'utilisateur de ce qui le concerne. On parle beaucoup, nous, de charge mentale, et on fait en sorte de réduire le plus possible, parce que forcément, on a un produit qui va vibrer sous les doigts. Le but est en fait de réduire le plus possible ces vibrations. Et en fait, on a vraiment des utilisateurs aujourd'hui où ça vibre quasiment peu, parce que, en fait, ils ont une certaine réactivité pour le coup. Oui. Et ça n'a pas besoin de vibrer constamment sous le doigt, donc c'est plutôt pas mal en termes de finalité, même si on y reviendra après, mais ça demande quand même du travail, évidemment. Et pour finir sur l'application, donc c'est tout ce qui est réglage. Après, il y a des fonctionnalités du type où suis-je, description de l'intersection suivante, etc. Mais également, depuis le 26 mars, on l'a présenté aux différents instructeurs de locomotion lors des journées annuelles, l'assistant ICO. ICO, c'est un assistant intelligent, donc vraiment une IA, comme on peut trouver avec ChatGPT, Gemini, etc. Orienté mobilité et cécité. Le but, en fait, c'est de pouvoir répondre à des questions du type, par exemple, je suis sur Bordeaux, mais que peux-tu me proposer comme activité à faire sur Bordeaux? Ou peux-tu me décrire le miroir d'eau, par exemple, de Bordeaux, tout simplement? Ça peut être ce genre de choses, ou lui dire, là, c'est quelque chose qu'on est en train d'intégrer actuellement au niveau des transports en commun. Quels sont les transports à la proximité? Il va nous les chercher et nous indiquer les prochains passages. Il peut nous indiquer, vous êtes proche du public, etc. Bon, il y a énormément de choses en fait qui peuvent être ajoutées. Et nous, en fait, l'idée, c'est de l'enrichir le plus possible avec le temps. Il est fourni aujourd'hui sans surcoût en soi, contrairement à dès qu'on voit de l'IA aujourd'hui, c'est toujours forcément. C'est ça. Aujourd'hui, nous, on est sur un modèle où on fait en sorte que ça ne soit pas nécessaire de rajouter quoi que ce soit. C'est pas notre volonté d'eux. Tout ce qu'on propose avec ICANN, aujourd'hui, tout ce qui est marqué sur la fiche produit restera gratuit, même sur le long terme. Bien sûr, si on crée des fonctionnalités supplémentaires un jour qui vont nous coûter de l'argent en fait régulièrement, là peut-être qu'on réfléchira. Oui, si vous êtes obligé de vous abonner à des API ou des choses comme ça, forcément, il faut le répercuter sur l'utilisateur final. C'est ça. Quand tu parles de ICO, du coup, on l'interroge par l'ICANN ou on doit passer par l'appli? Alors, l'appli, en fait, on peut laisser le téléphone dans la poche et en fait, avec ICANN, juste avec une combinaison de boutons, on peut l'invoquer et directement, en fait, on va entendre un petit bloop. D'accord. Et là, on va avoir, par exemple, ses AirPods ou... Oui, c'est ça. Alors, moi, je conseille beaucoup casque à conduction osseuse, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. Ou projection audio, un peu ce qu'on nous on a fait. Avec les lunettes. Voilà, on a fait un... Enfin, il n'y a pas que les lunettes, il y a plein de casques maintenant. Oui, de plus en plus. Voilà, et on a une page sur le site où on présente un certain... Enfin, on présente pas, oui, enfin, on liste un certain nombre d'écouteurs, lunettes qui laissent les conduits auditifs libres, c'est très important. Et alors, moi, là, toutes ces fonctionnalités, moi, je trouve que c'est super. Je pourrais dire qu'il manque peut-être un truc, vu que c'est normalisé. Est-ce que c'est un oubli que tu ne l'as pas dit, ou est-ce que c'est pas implémenté, un bouton pour déclencher les feux sonores et balises sonores? Vu que c'est normalisé, il n'y aurait pas eu moyen de mettre, enfin, sur la carte, sur la carte d'ajouter un émetteur RF et envoyer le signal carré qui va bien? Alors justement, toutes les cartes, nos cartes électroniques et en fait tous les boîtiers qui sortent de chez nous depuis les derniers mois sont équipés de ce dispositif. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas activé l'émission. Ok. Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, nous, on est aussi obligé, parce qu'on est quand même en Europe, on a pas mal de règles. Et, non. Qui nous obligent justement à déclarer, à surtout en fait passer des certifications. Donc tout ce qui est certification CEM, pour ceux qui sont intéressés, vous irez voir sur Internet absolument tout ce que c'est et le coût que ça a. Oui. Et en fait, pour l'instant, alors, on est bridé avec tout ça, donc on espère pouvoir activer. Il faut le faire à la sauvage. Ah, mais non, c'est les utilisateurs, ils ont piraté notre truc, nous on n'y est pour rien. Alors, j'aimerais éviter, ça me permettrait d'éviter d'avoir les menottes un jour quand je sors de chez moi. Mais non, l'idée en fait, c'est vraiment de faire les choses
le mieux possible. En tout avec cas, nos moyens. le hardware est Ouais. prêt, le hardware est là. Maintenant, il vous faut juste le tampon de la bureaucratie, quoi. C'est un peu ça, exactement. D'accord. Et alors, moi, j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine-là, et ce qui coûte cher souvent, c'est le moule, enfin, la fabrication du produit lui-même, sa coque et tout ça. Mm. C'est quelque chose, du coup, vous avez fait faire en France. FDM. Alors, aucun des deux. Du coup, nous, en fait, aujourd'hui, alors le FDM, en effet, c'est de l'impression 3D additive qu'on avait utilisé pour du prototypage. Donc, Ouais. c'est vraiment très bien pour prototyper. Pour le Pour coup, le par contre, prototype, c'est bien, mais pour la... c'est ça. En fait, pour la production, c'est pas possible pour plusieurs raisons. C'est que ça résiste très mal à l'eau. Tu vois ce que c'est les Kong? Ouais. Bon, Tout à fait. les Kong, alors pour nos auditeurs, ce sont des jouets pour chiens qui sont en caoutchouc vachement dur. C'est presque du pneu mais lisse, quoi. Hein, c'est un peu ça. Hein, c'est comme si c'était un genre de caoutchouc de pneu mais lisse. Et il existe du filament pour impression 3D qui permet d'imprimer des pièces qui auront cet aspect et cette consistance, c'est-à-dire une certaine élasticité. C'est pas à base de fécule de maïs, donc il y a une pérennité, ça va pas être biodégradable, et ça permet en plus, en cas de chute de la canne, d'amortir un peu ou beaucoup, hein, en fonction de comment on structure sa pièce, d'amortir l'impact et d'éviter que le boîtier éclate, quoi. Donc ça aurait été possible. Après, bon. Parce que là, le produit, il est vraiment très agréable au toucher. On sent quand même. Alors, je peux me permettre, il est vraiment qualitatif. Du coup, j'ai trouvé moi. Et c'est fait comment alors? C'est du moule aussi? Alors du coup, non. Aujourd'hui, c'est pas du moule. On y pense pour peut-être une version future. Aujourd'hui, c'est pas dans les prévisions. Parce que vraiment, comme le disait justement Yannick, c'est hors de prix. Cher. C'est hors de prix. En fait, c'est hors de prix et il faut compter un moule par pièce. Nous, on a 11 pièces en fait à mouler. Oui. À 20 000 euros la pièce, à 20 000 euros le moule. Heureusement, là pour nous, c'est des petites pièces, donc ça aurait été moins cher, mais on est plutôt à 3 000 euros par moule. Et en passant en Chine. Si on passe en France, par contre, on fait un x2 sans aucune difficulté par moule, ça c'est sûr. Voilà, donc non, nous, au final, on fabrique tout en France aujourd'hui. Bon, bien sûr, les composants électroniques, je l'apprends à personne, viennent de Chine, évidemment. Oui, bah, façon, voilà, les cartes électroniques, quand elles sont vides, vraiment seules, elles viennent aussi chez nous, mais elles partent de Chine. Et nous, en fait, on fait tout l'assemblage sur Bordeaux. Le boîtier, il est fait maintenant sur Paris. Et on utilise comme technologie la technologie MJF, donc c'est Multi-Jet Fusion. Donc c'est très classe comme nom, ça fait vraiment très futuriste. Et en fait, on va utiliser un matériau qu'on appelle le nylon PA12, qui est vraiment du nylon, qu'on va fusionner grâce à un solvant chimique qui va permettre de totalement fusionner toutes les couches. Donc c'est vraiment de la poudre en fait à la base qui va fusionner et ça va donner quelque chose de plein. Là où sur du FDM, on va avoir des filaments qui vont se déposer et on va avoir au final quelque chose qui ne sera pas totalement plein, ce qui fait qu'une goutte d'eau va pouvoir peut-être s'immiscer. Ce n'est pas une garantie en plus, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'entre deux impressions, on peut avoir en FDM quelque chose de différent. Voilà. À moins de mettre vraiment le prix dans l'imprimante, quoi. Et pourtant, on a une imprimante, nous, qu'on utilise chez nous, là, qui est une imprimante à 2 000 euros. Donc, c'est vraiment une super belle imprimante. Mais on peut voir quand même que malgré tout, en dehors du prototypage, alors, mon associé adore l'impression 3D. On pourra en discuter avec toi pendant des heures, sans souci, je pense. Mais non, du coup, c'était compliqué en fait d'avoir des résultats forcément répétables sur. À long terme. Tout le temps. Ouais, c'est ça. Ou sinon, ça demandait énormément de post-travail. Donc, on parle souvent aussi de post-traitement. Donc, on va lisser chimiquement le boîtier. Après, il faudrait le peindre. Mais nous, on avait un rendu esthétique qui n'était pas franchement jojo. Voilà. Et donc là, avec cette techno, les pièces, elles vous arrivent propres, directes, quoi. C'est ça. Elles arrivent propres. En plus, l'avantage, c'est que vu que le nylon a une certaine élasticité en fait de base, pour encaisser les chocs, c'est parfait. Là où de l'ABS ou du PLA, qui va encaisser un choc, il va devoir soit le subir, soit il va rompre au bout d'un moment. Parce que très clairement, voilà, c'est pour ça que je disais cette espèce de filament caoutchouc là aurait pu être une alternative, hein, mais bon, ça reste FDN. Là, vraiment, on a quand même une certaine élasticité, mais résistance. C'est une technologie qui est utilisée dans l'aérospatiale aussi, notamment par l'entreprise qui nous imprime nos boîtiers. Donc, c'est vraiment... nous, on est vraiment très contents vraiment de la qualité qu'on a pu avoir et qui nous propose un compromis
entre justement de l'injection avec des moules, de l'impression 3D classique. Donc c'est vraiment le entre-deux. Bon, nous, on n'a pas les moyens de se payer des machines comme eux, ils ont. C'est pour ça qu'on leur fait faire, parce que c'est des machines à minimum 20 000 euros. C'est plus les mêmes tarifs d'impression. Mais voilà, ça donne un très très bon compromis. Et on a quand même un toucher qui est assez lisse, un peu granuleux quand même dans certains aspects, mais c'est différent. Yannick, je te laisse peut-être parler un peu du toucher. Oui, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est un toucher assez agréable. Il y a la partie tactile de mémoire, hein, ça commence à faire longtemps, qui est un peu plus granuleuse et qui, la partie où on vient poser le doigt, là, qui est un peu plus granuleuse de mémoire, il me semble. Oui, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, une bonne prise en main, parce qu'effectivement, quand on a la main dessus, tout en utilisant sa canne, il ne faut pas que la main glisse tout le temps. Donc, non, j'ai trouvé justement un produit bien fini, en tout cas. Bon. Et en termes de détection, vous êtes parti sur quel type de télémètre? Vous êtes parti sur de l'ultrasonique ou du laser? Ou les deux? Alors, là, on est sur du coup des lidars, donc ça se rapproche plus de ce que tu désignes comme le laser. Oui. Le lidar en soi va nous permettre d'être très très précis. Oui. C'est l'avantage. On en a deux, un orienté vers l'avant et un en hauteur, pour vraiment détecter les deux types d'obstacles. Oui. Et est-ce que vous avez parce qu'on sait que l'ultrasonique, par exemple, va être bon dans certaines conditions et moins bon dans d'autres, et le laser va être également bon dans d'autres. Les deux vont se complémenter. Donc, mais on est obligé d'avoir les deux technos pour, par exemple, le feuillage, un peu pas très dense. Je crois que c'est le laser ou l'ultrasonique qui passe pas bien, ou alors d'autres obstacles type grillage. L'ultrasonique marchera mieux que le laser, ce genre de choses. Le lidar combine les avantages des deux, j'imagine, parce que... Alors, pas 100%, mais justement, en fait, nous, à la base, quand on a commencé à faire le développement, moi, dans mon cahier des charges, j'avais marqué que je voulais les deux, impérativement. Ouais. Donc, on a fait des tests. J'ai encore une version, si un jour on se croise en vrai, que je me ferai un plaisir de te montrer, qui était excessivement moche. Voilà. Ah oui, non, mais bon, oui, ça fait 4 télémètres. C'est ça, qui combinait vraiment. En fait, on avait notre lidar plus un ultrasonique, et clairement, en plus, c'était compliqué de réussir à avoir des composants extrêmement miniatures. Oui. C'est pas si facile que ça en fonction de ce qu'on veut. Ouais, j'avais regardé un peu moi chez Banggood à l'époque et ouais, on trouvait pas tout ce qu'on voulait. C'est ça. Après, il y a aussi un problème d'angle, c'est-à-dire que souvent en fait les capteurs ultrasoniques vont avoir un angle très 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 large, là où à l'inverse les lidars vont avoir un angle très très fin, ce qui fait que on va pouvoir capter des obstacles très très fins avec le lidar, et à l'inverse l'obstacle va devoir avoir une taille minimum avec l'ultrasonique. C'est ça. Après, bien sûr, on trouve des capteurs ultrasoniques de très très bonne qualité qui ont un prix même des fois très proche des lidars, mais qui gardent quand même les défauts des capteurs ultrasoniques, hein, bien sûr. Ça reste de bons capteurs de base. C'est juste que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça dépend dans quel usage. C'est ça. On l'utilise bien pour les voitures. Plus il y a de capteurs, moins l'autonomie est bonne. Ah bah oui, en bien effet. sûr, bien sûr. Ouais, ça forcément, ça joue, même si l'ultrasonique a l'avantage de consommer bien moins pour le coup que les lidars. Et ça, c'est sûr. Mais nous, en fait, par rapport aux différents tests qu'on a pu faire, comme on n'a pas eu de résultats hyper concluants, on a préféré en fait se dire, OK, on va peut-être perdre X% d'obstacles, mais en fait, la majorité est encadrée quand même par le lidar. Même des portes en verre fonctionnent. Alors, elles vont fonctionner peut-être avec un tout petit délai. Donc, on va peut-être pas l'avoir du premier coup, genre, c'est-à-dire à 10 mètres avant. Par contre, arriver à 2 mètres, 2-3 mètres d'anticipation, on va l'avoir. Et est-ce qu'il est dans le... Parce que ça peut aussi poser des problèmes, on va dire, sociaux, de cohabitation avec les voyants. Ouais, ça, on en avait parlé, je me souviens. Il est dans le visible ou dans l'invisible, le lidar? Non, il est totalement dans l'invisible. C'est vraiment il n'y a pas le point rouge sur la personne. Parce que moi, je me souviens d'une personne que je connais qui avait une canne électronique et qui s'est fait pourrir par le mari d'une femme qui était devant lui parce que, sans le savoir, il pointait le postérieur de madame avec un point rouge du laser de sa canne électronique. Donc, c'est pas super élégant. Alors après, oui, on sait pas, on le sait pas forcément quand on voit pas. Mais c'est vrai qu'au niveau relations sociales, ça peut être... Et ça peut faire peur aussi. Moi, j'ai déjà entendu des histoires comme ça où les gens ont peur parce que, en général, quand on est visé par un laser,
on parle surtout d'une arme, tout ça, comme on voit dans Oui, les films. c'est les Le coup, films, c'est Hollywood, ça. c'est ça n'a rien de trop rassurant pour le Un- coup. Donc Un red dot, là, c'est vraiment totalement invisible. c'est ça. Bon, mais c'est très bien que ce soit dans un spectre invisible, ça c'est bien. Pour le vivre ensemble, on va dire, entre voyants et Miro. Et ça, c'est très Et bien. même, en fait, vraiment qu'on a un laser, en fait, même si c'est pas dangereux pour l'œil de base, pour un court instant, Mm. bon, ça reste quelque chose. Si on a un laser qui est visible dans un œil sur une longue période, Oui, c'est pas forcément bon non plus. ça peut causer des Même lésions. si- Ouais. Ça peut causer des lésions. Même Ouais. si à très court terme, bien sûr, ça fait rien. Est-ce qu'on peut aborder le prix et Mais justement, tu vois, je pense Et la qu'on arrive- disponibilité. Oui, bien Voilà. sûr. Alors, du coup, le prix qui fâche. Oui, vas-y. Donc, le prix est à 1899 € pour pas dire 1900, bien sûr. Oui, Ce qui fait, en fait, le hasard fait que nous, à la base, c'était 1800 € hors taxe. Donc, avec une TVA réduite de 5,5%, ça fait 1899 piles. Donc, D'accord. le hasard est en faveur de la France. Merci. voilà. Donc, voilà, ça, c'est son prix. Sa disponibilité est immédiate. Bon, là, aujourd'hui, on a environ 3 semaines de délai parce qu'on a eu plusieurs commandes qui ont été initiées dues aux différents salons. On était en Allemagne au salon Side City il y a quelques semaines. On a été Campus Lubrail, plus Autonomique Paris. Donc, il y a eu quand même pas mal de visites. Et du coup, par conséquent, on a des commandes, ce qui est plutôt positif pour C'est nous. une bonne nouvelle. Oui, c'est Oui. bien, c'est bien. donc- Et ton associé, du coup, il est issu du monde de la déficience visuelle ou plutôt Pas du tout. ingénieur Ouais, à la base, en fait, on sort de la même école. J'étais la promo d'au-dessus de lui. Et en fait, on s'est rencontrés. Nous, on a fait l'Epitech, que vous D'accord. devez connaître peut-être de nom. Oui. Oui. Donc, on a fait tous deux l'Epitech. Et en fait, on s'est rendu compte, par le pur des hasards, on se parlait pas du tout en fait à l'école, qu'on était voisins. Les voisins, 30 mètres à peu près, on était à 30 mètres. Et au final, on a commencé à lier d'amitié. Et ça partait d'aller boire un thé le soir, de rigoler, de discuter. Et en fait, moi, je me suis, grâce à lui, en fait, qui est passionné par les nouvelles technologies et surtout par l'embarqué, je me suis mis à commencer à acheter une carte Arduino Uno, comme vous avez déjà entendu parler. Bienvenue au club. Ouais. Et après, à commencer à faire des petits bidouillages. Donc, au départ, en fait, je faisais tous mes bidouillages de mon côté. Il m'avait décrit l'intégralité de la carte pour que je note toutes les pins. Donc, pin 1, c'est ça, pin 2. Et en fait, moi, je m'amusais à faire des petits montages, ce qui est excessivement long quand on ne va pas, parce qu'on compte vraiment les pins une à une. Oui, pour pas et les puis, louper. est-ce que tu utilisais une breadboard ou pas? Oui. C'est un enfer quand on voit pas les breadboards. En fait, ça demande à être extrêmement rigoureux. Ah oui. C'est pas d'ailleurs, je n'utilise plus du tout cette approche-là aujourd'hui. Ben non. Je me suis modernisé, on va dire. Même si mon associé adore toujours ce type de montage parce que pour lui, c'est extrêmement rapide de tester. Pour faire du prototypage, quand on voit, ça va super vite. Moi, aujourd'hui, je conseille beaucoup, pour même les auditeurs qui veulent bricoler, d'utiliser des modules Grove. C'est le plus facile, en fait, aujourd'hui. C'est fait par Seed Studio, donc c'est vraiment une entreprise qui s'occupe de faire des modules directement câblés et on peut relier sur des cartes en plug and play. D'accord. En fait, après, on a juste à faire le code et c'est génial. Donc vraiment les modules Grove ou Gravity. Pour expliquer vite fait à nos auditeurs ce qu'est une breadboard, c'est une planche à pain, c'est ce qui est utilisé en électronique pour faire tous ces montages de prototypes. En fait, c'est une planche à trous, c'est une plaque avec plein de trous et les trous sont reliés dans un sens, dans l'autre, par dessous, par l'intérieur, on le voit pas. Hein. Et il y a plein de trous et donc on vient mettre ces fils qu'on va eux-mêmes brancher au microcontrôleur, par exemple, directement à tel endroit. Puis on va mettre ses résistances, on va mettre ses diodes, on va mettre ses buzzers, on va mettre les actionneurs haptiques, enfin tous ces trucs-là. Et on le fait ce prototypage là-dessus. Et pour nous, c'est assez galère parce qu'il faut compter les lignes, compter les colonnes et c'est comme jouer à la bataille navale mais avec les mains attachées dans le dos quoi. Et c'est plus petit que des points braille pour le coup en termes de trous. Ah oui, voilà. C'est minuscule, hein. Oui, c'est minuscule. Donc ça demande à prendre un fil qui fait l'épaisseur à peine d'une aiguille en fait des fois ou même d'utiliser une aiguille comme repérage pour essayer justement de compter un à un et de pas en louper un parce que si on en loupe un on peut vraiment ça marche plus. louper son montage. C'est ça. Ouais. Pour l'histoire avec mon associé et c'est ça en fait qui a commencé à me donner le goût aussi à l'embarquer. Moi déjà j'adorais tout ce qui était développement bas niveau. Donc bas niveau c'est vraiment quand on est proche de la machine et j'adorais ce développement là et en fait je me suis dit mais c'est vrai que la logique en fait serait d'aller encore plus bas. On veut parler en fait de faire des choses extrêmement bas au niveau du système d'exploitation comme Windows, Linux, tout ça. Directement attaquer le microcontrôleur, quoi. C'est ça. Donc le microcontrôleur qui est le cerveau
le cerveau, le micro-ordinateur de ICANN en l'occurrence. Et donc là, j'ai commencé sur du Arduino, après sur de l'ESP32, qui est aussi un super microcontrôleur que je conseille à tout le monde. Oui. Voilà. Qui est un peu plus professionnel. Le Arduino, c'est plus de l'open source fait pour justement pour apprendre, pour se former. C'est pas cher. Bon, le SP32 non plus, hein, mais le SP, on passe quand même à des produits un peu plus sérieux en termes de pérennité, enfin. Ouais. Voilà, c'est même c'est plus complexe aussi forcément. Oui, parce que après on peut prendre des ESP32 avec des modules Wi-Fi, des modules etc. Voilà. Non, mais c'est super. Yannick, t'as encore des questions? Non, peut-être expliquer comment contacter Kevin si on veut. Si on fait une commande. Bien sûr. Alors pour me contacter déjà, oui c'est ça. Moi c'est ce que je conseille toujours. D'ailleurs, je le redis ici, même si c'est toujours plaisant, mais ne commandez pas sans nous avoir contacté avant. C'est mieux pour tout le monde parce que moi personnellement, je préfère qu'on fasse un test ensemble, qu'on organise un test vraiment pour que vous puissiez voir ce que donne l'appareil avec vous, avec vos besoins. Est-ce que ça correspond aussi à votre profil? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vraiment correspond à vos attentes? C'est ça en fait. Moi, j'ai des gens des fois qui veulent vraiment passer commande instantanément. Et ce n'est pas un produit miracle. Mais par contre, oui, il peut rendre de vrais services, mais ça nécessite quand même de le tester. C'est pas non plus une petite somme, faut pas non plus négliger que c'est 1 900 €. Et moi, je préfère quelqu'un qui est satisfait plutôt que quelqu'un qui va pas du tout être satisfait du produit et qui va le laisser dans le placard ou qui va me le renvoyer au bout de 10 jours. Ça coûte, en plus, ça coûte pas rien pour le coup, même pour nous, en fait, des retours. Donc, je préfère qu'on prenne le temps de faire les choses bien pour les deux parties. Et vous vous déplacez ouais. Alors, souvent, on se déplace, oui. Alors, sur Bordeaux, c'est assez facile de nous voir. Mais si, par exemple, il y a quelqu'un, je sais pas, moi, qui habite à Strasbourg, comment ça se passe? Alors, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est on fait de plus en plus des ateliers un peu partout au niveau de la France. D'accord. Donc, on essaie de mettre des dates par-ci, par-là. Là, les prochaines villes où on compte aller, c'est Lyon et Marseille. D'accord. On a une demande pour Bruxelles aussi, donc c'est cool, la Belgique. J'ai jamais été en Belgique, donc c'est l'occasion. Acheter à l'étranger, donc voilà. Voilà. Donc, on écoutait un peu toute la francophonie, donc. Oui. Mais c'est ça. Nous, on a notre premier client à l'étranger est en Pologne, par exemple. Donc, c'est pas à côté. Voilà. Mais alors, on a prévu encore de se déplacer en Pologne pour le coup, mais lui, il avait testé lors de cette City en Allemagne. Donc, il a pu bien tester. On a pris vraiment le temps de sortir du salon parce que, pareil, un test dans un salon n'est pas un test, ne peut pas être un test 100% concluant. Ça montre des premières informations sur le produit. Par contre, c'est quand même hyper important de tester dans des conditions réelles pour s'assurer déjà de la véracité et de l'efficacité de l'appareil. Bon. Donc, pour nous contacter, du coup, la méthode est la plus simple, c'est vraiment d'aller sur notre site web, donc ieyes.fr ou par mail à contact, @ieyes.fr. Parfait. Bon, je mettrai les liens de toute façon sur la page du podcast oui, campagne. C'est simple, je pense. Voilà. Et voilà, écoute, merci beaucoup pour ça. Je pense que ça aurait intéressé nos auditeurs de voir un produit fait aussi par un Miro, parce que c'est pas forcément tout le temps. Donc voir un peu les besoins par et pour, ça c'est plutôt pas mal. Et puis un produit français, en grande partie assemblé, fabriqué pour partie en France, donc ça c'est plutôt bien. Y a des produits on peut pas se fournir en France parce que les fabricants de résistance, de diodes et de LED, il y en a plus. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. Mais pour le reste, c'est plutôt pas mal. Donc continuez comme ça. Et vous avez d'autres produits prévus ou vous vous limitez à la ICANN pour l'instant? Alors, en effet, on a un deuxième produit qui est prévu. Mais je vais vraiment donner. mais voilà, mais je vais rester assez silencieux pour l'instant. Secret industriel. C'est ça. Pour l'été prochain. L'été prochain. C'est ça, l'été prochain. Ça nous fera un autre sujet. C'est sympa. Mais voilà, c'est prévu et ça devrait arriver courant de cette année. Par contre, ça ne remplacera pas ICANN. Donc, soyez rassurés pour ceux qui sont intéressés sur ICANN. Non, c'est pas une ICANN V2. ICANN est prévu pour durer quand même sur le temps. Et c'est pas le but, c'est pas de faire une nouvelle version comme Apple fait tous les ans un nouvel iPhone. Oui. Bon. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Bonne continuation à votre société. Bon courage. Et puis, Yannick, je te laisse conclure. Oui, écoutez, merci à tous. Et puis, bonne fin d'été. Merci. Salut.
Salut.